Et j'aimerais vous remercier tous et toutes d'être ici, ainsi que de l'occasion que vous m'avez offert de partager une certaine perspective avec vous. Je le sais que être ensemble, c'est comme si je me joins à vous de mon bureau à Winnipeg. Je suis située sur les territoires 1, les territoires des peuples Anishinaabe, Dene, Lakota et de la nation Métis. Et donc, Peggy a mentionné certaines des choses clés et on m'a demandé d'examiner certains des cadres et d'explorer certains des défis auxquels nous faisons face. Et nous faisons face à certains défis. Évidemment, naviguer entre l'arbre et l'écorce. Et ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement coincé. Ici, c'est Piso Falls qui est dans le nord du Manitoba et c'est environ 50 kilomètres de Thompson. Et ici, c'est environ 45 pieds. Et donc, on voit ici des roches et des différents endroits. Et donc, les chutes sont absolument incroyables. C'est Piso Falls si vous êtes dans notre quartier. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a fait une contribution précieuse à notre façon de penser au sujet de la santé et du vieillissement, comment et où nous devrions investir dans notre avenir. Leur tout premier rapport mondial sur le vieillissement et la santé, publié en 2015, examine en détail ce que nous savons au sujet de la santé et du vieillissement. Et ça offre un cadre pour une action de santé publique globale. 1 an plus tard, la stratégie et le plan d'action mondial a été approuvé et ont conduit à la décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé 2021-2030, conçu pour améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés dans lesquelles ils vivent. Fait intéressant, la vision de l'Organisation mondiale de la santé pour améliorer la vie des personnes âgées a été lancée 10 ans plus tôt par le biais de leur mouvement des villes, des communautés et des milliers de communautés dans plus de 40 pays. Et enfin, permettez-moi de mentionner un autre cadre d'action actuel et contexte, le rapport mondial de l'OMS sur l'agisme. Alors, quelles sont les principales observations? L'OMS note que notre santé à notre âge avancé n'est pas aléatoire. Une partie de la diversité que nous voyons reflète notre héritage génétique, mais la plupart est due aux interactions que nous avons au sein des communautés dans lesquelles nous œuvrons. Mais il ne faut pas négliger la génétique. La famille de ma femme, son père a grandi avec 7 sœurs. 4 d'entre eux ont vécu jusqu'à 90 ans, tandis qu'Eileen a vécu jusqu'à 105 ans et Jean jusqu'à 107 ans. Et puis, il y a quelques mois, elle a raconté à notre famille ses souvenirs de la grippe espagnole. La direction de sa mère de mettre quelques gouttes d'huile d'eucalyptus sur son foulard et le tenir sur son nez et sa bouche alors qu'elle passait devant les maisons des personnes atteintes de cette pandémie. La semaine dernière, même a célébré son 111e anniversaire. Elle est maintenant la 7e personne la plus âgée au Canada. Alors, l'huile d'eucalyptus a fonctionné. L'OMS définit le vieillissement en bonne santé comme le processus de développement et de maintien de la capacité fonctionnelle qui permet le bien-être à être un âge avancé. Essentiellement, la capacité de fonctionner qui comprend 3 éléments. La personne, la place de la personne, les interactions entre la personne et sa communauté. La personne, se caractérise par l'ensemble des capacités physiques et mentales. La place fournit une gamme de ressources et d'obstacles. Donc, les interactions entre la personne et son lieu ont un impact sur sa capacité de faire les choses qu'elle juge importantes. Donc, notre capacité à bien vieillir, à fonctionner et à faire ce dont nous avons besoin de faire est façonnée par la personne que nous sommes et par les interactions avec l'endroit ou le lieu où nous vivons. Alors, j'aimerais vous partager une histoire sur Elijah. J'ai rencontré Elijah en 1970. Elijah avait 21 ans, j'avais 17 ans. Nous avons terminé tous deux la 12e année à Winnipeg. Nous vivions dans la même rue et nous allions souvent à l'école ensemble. J'avais vécu sur cette même rue toute ma vie. Elijah avait déjà vécu dans les pensionnats à Norway House, Brandon, Bridal et Garden Hill. 10 ans plus tard, je vivais à Thompson. Je travaillais avec la province et je me suis envolée pour Red Sucker Lake pour rencontrer le chef et le conseil. Et savez-vous qu'Elijah est le
chef qui avait été nouvellement élu. Une excellente discussion sur la façon dont nous pourrions collaborer pour bâtir une communauté plus forte. Le directeur de loisirs, des installations communautaires, etc. Elijah est devenu un membre du cabinet provincial à la fin des années 80 et en tenant sa plume d'aigle, il a rejeté l'accord du lac Meech, déposant un ensemble d'amendements constitutionnels et changeant la forme du Canada parce que ces colons et leur gouvernement ne nous reconnaissent pas en tant que nation, en tant que gouvernement, et c'est pourquoi nous sommes opposés à l'accord du lac Meech. Mon ami Elijah Harper a continué en politique. Il y a un film qui a été fait sur sa vie, mais Elijah a eu des difficultés tout au long de sa vie. Dépendance, problèmes de santé, et en 2013, à seulement 64 ans, il est décédé à Ottawa. Il est enterré à Red Sucker Lake. Alors, tout ceci pour dire que nous vivons une gamme d'interactions, personne, lieu, et nous vieillissons différemment. Elijah fut un ami, une personne incroyable. Quelle fascinante vie qu'il a menée. Et sa force intérieure, cette capacité intrinsèque lui a permis d'être chef un ministre du cabinet provincial et de dire non au lac Meech. Et nous avons vieilli en différents endroits, différentes manières, Winnipeg, Ottawa, mais souvent très différents. Red Sucker Lake et Lac Thompson. Maintenant, quand je rencontre des gens, je m'interroge au sujet de leur personne, la place, le lieu des interactions et ce qui les aide et quels sont les obstacles qui les défient. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, par le biais de l'initiative Décennie, nous demande de construire ou bâtir un monde adapté à l'âge, de lutter contre l'agisme et de transformer les systèmes de santé des modèles curatifs basés sur la maladie vers des soins intégrés et centrés. Alors, parlons d'être pris entre l'arbre et l'écosse. Nous voulons essentiellement, le modèle AFC comprend 8 domaines dans un cadre unique qui combine l'environnement social, la partie personne et l'environnement, la partie du lieu. Donc, le respect, l'inclusion sociale, la participation sociale, la communication, l'information, le soutien communautaire et les services de santé. La partie du lieu, des espaces et des logements extérieurs, le logement et le transport. Ce qui est unique dans ce modèle de l'intégration entre la personne et le lieu, l'environnement social et l'environnement construit. Un logement qui tient compte de la participation sociale. Un transport qui vous amène là où vous voulez aller. Des espaces extérieurs sûrs, des trottoirs et des feux de signalisation, des parcs et des centres d'amitié. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit d'un mouvement mondial et le Canada est chef de file. Mais nous n'avons pas encore commencé à être respectueux des personnes âgées. Comme le suggère l'OMS, nous devons réorienter notre attention et de recadrer notre réflexion sur nos systèmes de soins. Et donc, maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et imaginer votre hôpital. Avec les yeux toujours fermés, imaginez la communauté dans laquelle vous vivez. Imaginez l'hôpital, mais ensuite déplacez-vous, votre endroit préféré, votre parc préféré, le Y local et le centre de conditionnement physique, la bibliothèque, le centre pour personnes âgées. Maintenant, posez-vous la question, d'où vient ma santé? Si vous répondez aux deux, vous avez probablement raison. Mais nous devons équilibrer nos réflexions et nos débats sur les politiques publiques. Alors que nous voulons tous le meilleur système de santé possible, le système de soins de santé ne représente que 25% des résultats de santé. Alors, pourtant, nous continuons à négliger les systèmes que nous utilisons tous en termes de ressources et de valeurs. Tom Carson, un bon ami à moi, était ministre de la Santé ainsi que pour l'héritage et le divertissement. Et donc, sa perspective était que nous devons continuer à démanteler les silos et donner aux gens ce sens de contrôle qu'ils recherchent. Alors, le dernier point ici, nous vivons dans un pays très vaste et à plusieurs niveaux ou plus paliers. Le Canada n'est souvent pas facile à naviguer ou parfois comprendre. À l'échelle fédérale, nous avons Santé Canada ainsi que les différents départements, le ministère de Santé dans chacun de nos provinces et territoires. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent? Est-ce que c'est bien dépensé pour les résultats escomptés? Comment cet argent complète-t-il l'argent déjà contribué
par chaque gouvernement. Et ensuite, nous avons les gouvernements municipaux, fournisseurs clés de programmes et de services de promotion de la santé, de loisirs, les bibliothèques, les parcs, le logement, le transport. La clé du développement des lieux qui sont plus respectueux des personnes âgées. Nous avons les gouvernements autochtones, en plus de leurs institutions qui émergent au niveau communautaire, provincial et national. Le docteur Michael Rutledge a apporté une contribution précieuse à notre chapitre 4 sur les cadres et les défis des politiques publiques. Il travaille maintenant comme conseiller médical au sein d'un nouvel organisme conçu pour offrir des services de santé et de bien-être qui reflètent les besoins et les priorités des membres des Premières Nations du nord du Manitoba. Et, ce qui est encore très important, nous faisons participer la société civile, des individus et des organismes qui apportent une contribution inestimable. Plusieurs organismes au niveau national, beaucoup d'entre elles ont des filiales au niveau provincial et territorial. Et bien sûr, il existe de nombreux organismes qui fonctionnent uniquement dans leur propre province ou communauté. Enfin, le dernier défi que je vois pour passer entre l'arbre et l'écorce, je crois que je suis heureux que les politiques publiques mènent le pas. Et comme je l'ai mentionné, nous avons beaucoup de pièces mouvantes, des stratégies du logement. Nous devons aussi changer la façon dont nous voyons le logement pour les personnes âgées. Et ensuite, la vision et le leadership de la Dementia Strategy for Canada, des stratégies provinciales sur âgé de façon positive. Et je ne voudrais pas perdre cette vision. Je proposerais plutôt un cadre sur le vieillissement et comme celui qui a été rédigé en 1994, un cadre sur le vieillissement qui apporte une perspective intergénérationnelle, le vieillissement par les personnes âgées, inclusif de toutes les politiques et stratégies existantes des gouvernements et de la société civile, un cadre qui interpelle la voix des Canadiens âgés tels qu'ils sont, engage la communauté en mettant en place un processus ascendant et descendant qui contribue à un meilleur équilibre à nos systèmes de soins et qui nous donne une vision partagée dans laquelle chacun et chacune d'entre nous peut se voir. Oui, c'est compliqué comme un cube Rubik's, mais peut-être aussi simple que dire le Canada, le pays le plus respectueux des personnes âgées au monde. Merci. Et je vais maintenant donner la parole à Sherry et Diane.